Sur toutes les causes sociales, pourquoi les personnes en exil? Question suivante. Je suis clairement choqué de la façon dont la France, l'accueil en France s'est dégradé par rapport aux personnes étrangères, plus qu'en exil. La façon dont on accueille les gens en difficulté ou qui viennent de pays en situation de guerre, de conflit, de tension, de dictature, moyen d'évaluer la qualité d'une société. Une société qui se replie sur elle-même, qui rejette l'individu, soit de par sa nationalité, son origine. Pour moi, c'est une question difficile parce que j'ai envie de dire, je sais pas exactement pourquoi. J'aurais pu embrasser une autre cause. Après, j'ai 2 enfants qui sont d'origine colombienne, qui ont fait l'objet de racisme quand ils étaient gamins. Il y a le fait que moi je considère que les frontières armées c'est une aberration. L'histoire de l'humanité est faite de migration. Quand j'étais gamin, moi j'étais avec des Espagnols à l'école primaire qui étaient totalement rejetés. Bon après mes parents, mon père notamment faisait beaucoup d'alphabétisation, donc j'ai baigné si tu veux dans un contexte où la question de l'accueil et de la relation avec les personnes étrangères en exil c'est partie de ma culture et de ma vision un peu sociétale de la vie dans le monde, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Ah, toujours. Non, je considère que le doute est élément essentiel de la vie, quoi. Je supporte pas les gens qui doutent pas. C'est-à-dire que je considère qu'ils sont totalement sûrs d'eux-mêmes. Et même souvent, on me dit, mais toi tu doutes pas? Mais si, je doutais énormément parce que quand on a lancé le projet de rachat de cette maison, il nous fallait 700 000 euros. Je suis absolument pas certain qu'on atteigne les 700 000. Et je le suis toujours pas. Bien qu'on s'en rapproche très vite maintenant. Le doute, il vient aussi dans le fait que la vision de l'accueil et puis de la façon de se comporter avec les personnes en exil est très différente suivant les personnes. Il y en a qui ont une approche caritative, pour pas dire catholique et religieuse. Il y en a d'autres c'est très militant, d'autres c'est très radicaux. Je me qualifie plutôt comme quelqu'un qui s'appuie sur les droits humains, les droits de l'homme, qui a le respect des droits internationaux. C'est républicain d'une certaine manière, tout en étant par moments radical dans ma façon de fonctionner. Ça ouvre plein de doutes, plein de zones de doute. Je suis avec quelqu'un qui tombe en compassion par rapport à une personne à exil, ça m'est insupportable. Je me dis, mais pourquoi je travaille avec eux? Moi, le doute est permanent, je pense. Comment ce projet pourrait évoluer à l'avenir? La question de l'évolution d'un projet, elle se pose à partir du moment où le projet est posé et réussi. L'étape sur laquelle on travaille est réussie. Donc c'est une question que je ne me pose pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est fixé des objectifs, on a travaillé sur un cadre de référence, on a travaillé sur un protocole d'accueil, on a travaillé sur l'atteinte de nos objectifs sur l'achat et la rénovation de la maison. Comment il va évoluer, c'est pas une question actuelle. Alors par contre, ce qui est clair, c'est que ce qu'on fait, on l'évalue en permanence. On a, nous, ce qu'on appelle des ateliers d'analyse de pratique qui sont là pour justement faire état de tous nos doutes, pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais je pars du principe que quand on a posé un projet, on ne le remet pas en question en permanence. Il y a des temps. Et le temps viendra où on dira, tiens, comment on fait évoluer le projet. Et pour l'instant, on n'a pas abouti, il n'est pas abouti, donc on ne se pose pas cette question. Tu as un message à faire passer? J'ai un message à faire passer. Alors le premier message c'est bien sûr rejoignez-nous, soutenez-nous, impliquez-vous. Parce que ce projet il a quand même une grande valeur en termes de mobilisation citoyenne. Plus de 600 personnes qui en moins de quelques mois, en moins d'1 an se réunissent, c'est super. Quelle est l'inspiration de ce projet? Alors quelle est l'inspiration de ce projet? Là encore, il n'y a pas eu à un moment donné un fait déclencheur. Il se trouve que moi j'ai beaucoup milité depuis de nombreuses années sur la question de la dignité des détenus de droit commun. J'ai participé à la création de l'Observatoire international des prisons. J'ai fait partie de l'équipe qui a lancé une plateforme numérique
qui s'appelle Prison Insider, qui est une information sur les prisons du monde. Et sur Montpellier, on habitait à Montpellier, la retraite a approché. J'ai eu envie de faire autre chose, de rester dans un domaine militant et engagé, mais qui soit différent des 30 années de militantisme sur la question de la dignité du droit commun. Et des rencontres ont fait que le projet de la maison d'accueil de personnes exilées sur Delphine m'a plu. Alors, il m'a plu parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait un accord des porteurs de projet d'aller vers une forme de professionnalisation de l'accueil, qui soit pas une professionnalisation institutionnelle. C'est pas un CADA, c'est pas un UDA ou ces dispositifs-là. C'est une démarche professionnelle, mais qui a même sur un fondement militant très, très important. Et ce fondement militant, c'est travailler sur la question de l'intégration, sur un bassin de vie, dans un territoire rural, dans le fait que aujourd'hui les villes sont complètement saturées par l'accueil de personnes exilées, et que je fais partie des gens qui sont convaincus que le secteur rural, les territoires ruraux ont leur rôle à jouer dans cet accueil. Combien de personnes ce lieu devrait-il accueillir? Alors là, celui sur lequel on travaille, c'est une quinzaine de places. Donc ça veut dire entre 12 et 15 personnes en permanence, et qui vont tourner. C'est-à-dire que nous, on va accueillir aussi bien les gens qui sont des primo-arrivants, ils vont rester quelques semaines, que des demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ça peut être plusieurs mois, et puis des gens qui sont déboutés du droit d'asile, et dans ce cas-là, qui vont rester plusieurs années, jusqu'à plusieurs années, dans notre maison d'accueil. Voilà. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors, il y a deux choix. Un, le nombre. Une quinzaine de personnes, c'est pas un hasard. C'est que nous, on a considéré que si on voulait que l'accueil se passe correctement et l'intégration dans le territoire se passe bien, il fallait pas dépasser 15 à 20 personnes. Le plus gros échec de centre d'accueil, c'est quand tout d'un coup, il y a une centaine de personnes qui ont débarroulé dans un village de quelques centaines d'habitants, et là il y a des disproportions, et qui fait qu'il y a du rejet. La greffe ne peut pas prendre. Nous, on a considéré que 15 à 20 personnes dans un bourg de 2500 ou moins 3000 habitants, c'était tout à fait acceptable. Comment peut-on suivre l'avancée du projet? Sur Internet, sur les réseaux sociaux. Sur Internet, c'est que vous pouvez vous abonner à notre lettre d'information, donc éditée par Passerelle, et à peu près une fois par trimestre, on envoie cette lettre d'information. Après, il y a des propositions de chantiers participatifs, de bénévolat pour accompagner et soutenir l'équipe professionnelle qui est en charge de l'accompagnement. Donc il y a tout un tas de façons de s'impliquer dans le projet, et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Comment s'est construite ou éveillée ta conscience sociale? Oula, t'as vu la couleur de mes cheveux? Ça date de... je suis incapable de dire, parce que je pense que j'ai un parcours qui a toujours eu une dimension sociale, depuis que je suis ado, c'est-à-dire depuis mon engagement militant dans tout un tas de causes ou d'approches politiques, que ce soit l'antimilitarisme au départ, que ce soit la vie communautaire, que ce soit toute ma vie professionnelle dans le mouvement coopératif, par l'accompagnement et la création et le développement de coopératives de production. Voilà, et puis donc à partir de là, ça fait 5 ans maintenant que je suis à la retraite, et c'est complètement naturel que je continue cet engagement social. Tu as connu des résistances des riverains dues au lancement du projet? Alors pour l'instant, on n'a pas connu de résistance forte. On sait que la partie de la population n'est pas totalement favorable à notre projet, si on leur posait clairement la question. Par contre, nous, ça a été un des éléments initial et fondamentaux de notre projet, d'obtenir l'approbation du bassin de vie, de la maison d'accueil, de la maison Lucette, fait que on a commencé par des réunions publiques, on a eu très rapidement plusieurs centaines de lettres de soutien, c'est monté je crois jusqu'à 400 ou 450 lettres de soutien. Donc pour nous c'était important qu'on ait l'approbation. Alors après on a eu quelques alertes, notamment sur les réseaux sociaux,
Mais ce qui a été vraiment positif, c'est que en fait, nous, on n'a jamais répondu. C'est toujours des gens qui ont répondu pour nous, quoi, aux attaques dont on a fait l'objet sur les réseaux sociaux. Parle-nous de ton château en Espagne. Comment tu rêves l'avenir? J'ai un peu du mal à rêver l'avenir, compte tenu du contexte actuel sur le plan géopolitique, sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, c'est pas tant une question de rêve que de savoir comment on va pouvoir résister, lutter ou essayer de modifier un certain nombre de choses. Après, pour moi, il faut être clair, il y a grandes causes pour lesquelles on se bat, mais à un niveau personnel, c'est important de faire des petits pas, qui donnent du sens à ce qu'on fait et d'avoir quand même le sentiment qu'on tente quand même quelque chose malgré les nuages qui s'amoncellent au-dessus de notre tête, quoi. Non, mais je comprends pourquoi les gens, on pourrait dire pourquoi je m'investis pas dans le théâtre du fil, que je trouve pas passionnant ce que vous faites. Je crois qu'à un moment donné, il y a clairement des rencontres. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on fait, c'est super, mais je considère pas que il y a que ça, quoi. Souvent, on nous dit, mais vous vous intéressez qu'aux exilés. Non. Et par contre, quand les gens qui s'investissent sur ce projet, ils s'investissent à fond. Et on peut pas s'investir sur toutes les causes ou sur tous les sujets qu'on aimerait aborder, tu vois. Et par contre, encourager ce que vous faites. Très souvent, moi, je suis sollicité sur la question de la Palestine. Évidemment, je suis totalement, je soutiens complètement cette cause, mais les journées n'ont que 24 heures. Et je suis content que j'ai plein de copains, plein d'amis qui s'engagent là-dessus, et je les pousse à ce qu'ils le fassent bien, et je les force pas forcément à venir s'impliquer chez nous. Non, c'est pas simple, hein. Après, les choix que tu peux faire, et le doute, il est là aussi, c'est est-ce que tu as choisi une bonne cause, quoi. Il serait pas mieux que je m'implique sur les questions climatiques, parce que c'est de la folie. Pour reprendre, pour moi, aujourd'hui, il y a une question qui est vitale pour moi, c'est pourquoi il n'y a plus de mouvement non violent, alors que je suis vraiment convaincu au fond de moi-même que la meilleure résistance par rapport à ce qui va se passer, c'est la non-violence. Parce que si on répond au même niveau, si on commence à faire des bastons avec les gens avec qui on n'est pas d'accord, ça va partir en vrille, quoi. Êtes-vous allé chercher des appuis au niveau des politiques et partis pour monter votre projet? Initialement, non. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a voulu totalement indépendant des collectivités, de l'État et des politiques. Ça se traduit par le fait que, par exemple, on recherche pas de financement sur la base des dispositifs d'État. On souhaite être le plus indépendant possible. Mais dans un deuxième temps, on a quand même accepté qu'un certain nombre de politiques nous soutiennent. C'est la députée de la circonscription Marie Pochon, c'est l'ancien maire de Dieulefit. On n'est pas opposés, mais c'est pas une exigence ou un objectif prioritaire pour nous. Après, le message à faire passer, c'est regarder autour de vous et trouver les moyens de résister par rapport à ce qui va nous tomber dessus dans les mois et années qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.